Le 23 septembre 2021, une femme entre dans le commissariat de police du 3e arrondissement de Marseille, tenant dans ses bras 2 enfants en bas âge. Son visage émacié, ses yeux hagards et ses vêtements usés contrastent avec la beauté qui transparaît encore malgré les années difficiles. Quand elle déclare s'appeler Mélusine Charrier, les policiers restent d'abord incrédules. Ce nom figure depuis 7 ans dans la base de données des personnes disparues. Cette jeune femme de 29 ans qui se tient devant eux était une actrice prometteuse de Lyon qui avait mystérieusement disparu en 2014, à l'âge de 22 ans, après s'être rendue à une audition théâtrale. Mais comment expliquer la présence de ces 2 enfants, un garçon d'environ 5 ans et une petite fille de 3 ans, qui s'accrochent désespérément à elle comme s'ils n'avaient jamais connu d'autre protection? Où Mélusine Charrier a-t-elle vécu pendant ces 7 années d'absence? Et surtout, pourquoi affirme-t-elle ne se souvenir de rien concernant sa disparition, tout en montrant des signes évidents de traumatisme profond? Cette affaire va révéler l'une des organisations criminelles les plus sordides que la France ait jamais connues. Avant de continuer avec cette histoire perturbante, si vous appréciez les cas mystérieux réels comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Pour comprendre la gravité de cette disparition, il faut d'abord connaître Mélusine Charrier et le contexte dans lequel elle évoluait. Née le 15 mai 1992 à Lyon, dans le 5e arrondissement, Mélusine grandit dans une famille de classe moyenne établie dans le quartier du Vieux-Lyon. Son père, Michel Charrier, travaillait comme comptable dans une entreprise de textile, tandis que sa mère, Catherine Charrier, enseignait le français dans un collège local. La famille vivait dans un appartement modeste mais chaleureux de la rue Saint-Jean, au cœur du secteur Renaissance de la ville. Dès son plus jeune âge, Mélusine manifeste une passion dévorante pour le théâtre. À 8 ans, elle intègre un cours de théâtre pour enfants dans le centre culturel du quartier. Ses professeurs remarquent immédiatement son talent naturel et sa capacité exceptionnelle à incarner différents personnages. Elle possède cette qualité rare que les professionnels appellent la présence scénique. Cette faculté a captivé l'attention du public dès qu'elle monte sur scène. Au lycée, Mélusine excelle dans les matières littéraires, tout en participant activement à la troupe de théâtre de l'établissement. Elle décroche son baccalauréat littéraire avec mention bien en 2010 et s'inscrit immédiatement au cours Florent à Lyon, l'une des écoles de théâtre les plus réputées de la région. Ses parents, bien que préoccupés par l'instabilité financière inhérente aux métiers artistiques, soutiennent sa vocation après avoir assisté à plusieurs de ses représentations qui les ont profondément émus. Pendant ses études, Mélusine alterne entre les cours intensifs et les petits emplois pour financer sa formation. Elle travaille comme serveuse dans un café du quartier Bellecour les week-ends et donne des cours particuliers de français à des collégiens. Malgré ses contraintes financières, elle ne perd jamais de vue son objectif: devenir actrice professionnelle et un jour fouler les planches des plus grands théâtres de France. En 2013, elle obtient son diplôme de fin d'études avec les félicitations du jury. Ses professeurs la décrivent comme une étudiante exceptionnelle, dotée d'une technique solide et d'une sensibilité artistique remarquable. Elle maîtrise parfaitement les techniques de respiration, la projection vocale, et possède une expressivité corporelle naturelle que beaucoup d'acteurs mettent des années à développer. À cette époque, le paysage théâtral lyonnais connaît un renouveau important. Plusieurs compagnies indépendantes voient le jour, portées par une nouvelle génération de metteurs en scène ambitieux. La ville de Lyon investit massivement dans la culture, rénovant les théâtres historiques et créant de nouveaux espaces dédiés aux arts vivants. Pour une jeune actrice comme Mélusine, les opportunités semblent nombreuses et prometteuses. Elle commence à se faire connaître dans le milieu en participant à plusieurs productions modestes mais remarquées. En mars 2014, elle décroche un rôle secondaire dans une adaptation moderne d'Antigone montée par une compagnie locale.
Sa performance, bien que limitée en temps de présence sur scène, impressionne la critique locale. Le journal Le Progrès publie une critique élogieuse mentionnant le jeu subtil et la présence magnétique de la jeune Mélusine Charrier, actrice à suivre absolument. Cette reconnaissance naissante lui ouvre de nouvelles portes. Son agent, Sylvie Martineau, une professionnelle expérimentée qui représente plusieurs acteurs lyonnais établis, commence à recevoir des propositions intéressantes pour sa jeune protégée. Mélusine sent que sa carrière prend enfin son envol. Elle vient d'emménager dans un petit studio près de la place Bellecour, symbole de son indépendance nouvellement acquise. Le jeudi 17 septembre 2014 commence comme une journée ordinaire pour Mélusine Charrier. Elle se réveille vers 8 heures dans son studio de la rue de la République, excitée à l'idée de l'audition qui l'attend dans l'après-midi. 3 jours plus tôt, son agent Sylvie Martineau l'a contactée au sujet d'une opportunité exceptionnelle. Une nouvelle compagnie théâtrale recherche une jeune première pour une création originale qui doit être montée au printemps suivant. Les détails fournis par l'agent sont encourageants mais succincts. La compagnie, dirigée par un certain Antoine Mercier, souhaite monter une pièce contemporaine explorant les thèmes de l'identité et de la liberté. Le rôle principal est celui d'une jeune femme en quête d'émancipation, un personnage qui semble parfaitement correspondre au profil et à la sensibilité artistique de Mélusine. La rémunération proposée est également attractive. 2 000 € par mois pendant 6 mois de répétition et de représentation. Ce matin-là, Mélusine consacre plusieurs heures à réviser le monologue qu'elle a préparé pour l'audition. Il s'agit d'un extrait de La maison de Bernarda Alba, de Federico Garcia Lorca, une pièce qu'elle maîtrise parfaitement pour l'avoir étudiée en cours. Elle répète devant son miroir, travaillant chaque intonation, chaque geste, chaque expression faciale. Vers 11 heures, elle appelle sa mère pour lui faire part de son enthousiasme. « Maman, j'ai vraiment un bon pressentiment pour cette audition. Si ça marche, ça pourrait changer ma vie. » confie-t-elle à Catherine Charrier, qui perçoit l'excitation dans la voix de sa fille. La conversation dure une dizaine de minutes. Mélusine explique qu'elle se rendra à l'audition en métro et qu'elle rappellera dans la soirée pour raconter comment cela s'est passé. Vers 13 heures, elle déjeune légèrement, une salade et un yaourt, car elle préfère éviter de manger trop avant une audition importante. Elle choisit avec soin sa tenue. Un jean noir, un chemisier blanc, simple et élégant, et des chaussures plates confortables. L'objectif est de paraître professionnelle sans être trop apprêtée, de laisser transparaître sa personnalité naturelle tout en montrant qu'elle prend l'opportunité au sérieux. À 14h30, elle quitte son appartement et se dirige vers la station de métro Bellecour. L'adresse fournie par son agent correspond à un théâtre privé situé dans le 8e arrondissement de Lyon, dans le quartier de Montplaisir. Elle connaît vaguement le secteur, mais n'y est jamais allée pour une audition. Le trajet en métro dure environ 25 minutes avec un changement à Charpennes. À 15h15, elle arrive devant le théâtre indiqué. C'est un bâtiment ancien, probablement une ancienne salle de cinéma reconvertie, avec une façade discrète et des affiches de spectacles passées encore collées sur les murs. L'endroit ne ressemble pas au théâtre prestigieux du centre-ville, mais Mélusine sait que de nombreuses compagnies innovantes préfèrent ce type de lieu plus intime et abordable. Elle pousse la porte d'entrée et pénètre dans un hall modestement décoré. Une femme d'une 50aine d'années, vêtue d'un tailleur sombre, l'accueille avec un sourire professionnel. « Vous devez être Mélusine Charrier. Je suis Isabelle Dumont, l'assistante du metteur en scène. Monsieur Mercier vous attend dans la salle de répétition. » Mélusine suit Isabelle Dumont dans un couloir étroit qui mène vers l'arrière du bâtiment. Elle passe devant plusieurs portes fermées avant d'arriver devant une porte marquée « Salle B ». L'assistante frappe 2 coups légers, puis ouvre la porte. « Mélusine Charrier est arrivée », annonce-t-elle à la personne qui se trouve à l'intérieur. La salle est de taille moyenne, avec un plancher en bois et des miroirs sur un mur, typique des espaces de répétition théâtrale. Un homme d'environ 40 ans, de taille moyenne avec des cheveux bruns légèrement dégarnis, se lève d'une chaise pour l'accueillir.
Il porte un jean et un pull en cachemire beige, donnant une impression de décontraction étudiée. « Bonjour Mélusine, je suis Antoine Mercier, merci d'être venu. Votre agent m'a dit beaucoup de bien de vous. » Sa voix est posée, avec un léger accent qu'elle n'arrive pas à identifier précisément. Il lui serre la main avec une poigne ferme et l'invite à s'asseoir sur l'une des chaises disposées en demi-cercle au centre de la pièce. L'entretien commence de manière tout à fait classique. Antoine Mercier lui pose des questions sur sa formation, ses expériences précédentes, ses influences artistiques. Mélusine répond avec aisance, se sentant à l'aise avec ce metteur en scène qui semble sincèrement intéressé par son parcours. Il prend des notes sur un carnet et hoche la tête avec approbation à plusieurs reprises. Après une vingtaine de minutes de discussion, il lui demande de présenter le monologue qu'elle a préparé. Mélusine se lève, prend quelques secondes pour se concentrer, puis commence sa performance. Elle incarne le personnage d'Adela, la plus jeune des filles de Bernarda Alba, avec une intensité et une justesse qui impressionnent visiblement Antoine Mercier. Quand elle termine, un silence s'installe dans la pièce. « C'était remarquable », finit-il par dire. « Vous avez exactement le profil que nous recherchons. J'aimerais vous proposer le rôle dès maintenant. » Mélusine sent son cœur s'emballer. Cette rapidité de décision la surprend, mais la réjouit également. Dans sa joie, elle ne remarque pas qu'Isabelle Dumont a discrètement quitté la pièce. « Il y a juste quelques détails contractuels à régler », poursuit Antoine Mercier, en se dirigeant vers un petit bureau situé dans un coin de la salle. « Si vous voulez bien venir jeter un coup d'œil aux documents… » Mélusine le suit, encore ému par l'annonce de sa sélection. C'est le moment que choisit Antoine Mercier pour sortir rapidement quelque chose d'un tiroir. Les événements qui suivent demeurent flous dans la mémoire de Mélusine. Elle se souvient d'avoir senti une odeur étrange, chimique, puis d'avoir ressenti une faiblesse soudaine. Sa dernière image consciente est celle du visage d'Antoine Mercier, qui a perdu toute trace de bienveillance, remplacée par une froideur inquiétante. Quand Mélusine ne rentre pas chez elle dans la soirée, Catherine Charrier commence à s'inquiéter. À 21h, elle appelle le portable de sa fille, mais tombe directement sur la messagerie. Elle laisse un message, pensant que l'audition s'est peut-être prolongée ou que Mélusine est allée célébrer avec des amis. Mais quand le téléphone reste injoignable le lendemain matin, l'angoisse de Catherine se transforme en véritable panique. Le vendredi 18 septembre au matin, Catherine et Michel Charrier se rendent au commissariat de police du 5e arrondissement pour signaler la disparition de leur fille. L'agent qui les reçoit, le brigadier Laurent Vidal, prend leur déposition avec le sérieux que mérite la situation. Il note tous les détails. L'audition prévue la veille, l'adresse du théâtre, le nom d'Antoine Mercier, l'agence de Sylvie Martineau. La première vérification effectuée par la police révèle un élément troublant. L'adresse fournie par l'agent de Mélusine correspond effectivement à un ancien théâtre, mais celui-ci est fermé depuis plus de 6 mois et fait l'objet d'une procédure de vente. Le gardien de l'immeuble confirme qu'aucune activité théâtrale n'a eu lieu dans les locaux récemment. Quand les policiers contactent Sylvie Martineau, l'agent de Mélusine, celle-ci tombe des nues. « Je n'ai jamais parlé d'une audition avec Antoine Mercier », affirme-t-elle catégoriquement. « Jeudi dernier, j'ai bien appelé Mélusine, mais c'était pour lui proposer un casting pour une publicité, pas pour une pièce de théâtre. Elle m'a dit qu'elle était intéressée et qu'elle me rappellerait, mais je n'ai plus eu de nouvelles. Cette révélation change complètement la nature de l'enquête. Il devient évident que quelqu'un a contacté Mélusine en se faisant passer pour son agent, lui donnant de fausses informations pour l'attirer dans un piège. Mais qui connaissait suffisamment bien sa situation professionnelle pour orchestrer une telle manipulation? Et dans quel but? Les enquêteurs élargissent immédiatement leurs recherches. L'analyse des communications téléphoniques de Mélusine révèle qu'elle a effectivement reçu un appel le lundi 14 septembre, 3 jours avant sa disparition. Le numéro utilisé correspond à une carte prépayée achetée avec de fausses pièces d'identité dans un bureau de tabac de Villeurbanne. Cette piste ne mène nulle part.
Les témoignages des voisins et des commerçants du quartier où vit Mélusine confirment qu'elle a bien quitté son immeuble le jeudi après-midi vers 14h30, comme elle l'avait dit à sa mère. Un employé du métro se souvient vaguement d'avoir vu une jeune femme correspondant à son signalement à la station Bellecour, vers cette heure-là, mais ne peut pas l'affirmer avec certitude. Les caméras de surveillance du métro lyonnais sont examinées méticuleusement. Les enquêteurs parviennent à identifier Mélusine sur les images de la station Bellecour, puis à Charpennes, où elle change de ligne. Mais après cela, elle semble disparaître des écrans. Aucune caméra ne la montre sortant du métro à Montplaisir, la station la plus proche de l'adresse du faux théâtre. Cette découverte suggère que Mélusine n'est jamais arrivée à destination. Quelque chose s'est produit pendant son trajet en métro, ou alors elle en est sortie à une autre station. Les enquêteurs examinent les images de toutes les stations de la ligne, mais la qualité des enregistrements et l'affluence de l'heure de pointe rendent l'identification difficile. L'enquête prend une dimension plus inquiétante quand les policiers découvrent que le nom Antoine Mercier, utilisé par l'homme qui a contacté Mélusine, correspond à celui d'un véritable metteur en scène parisien. Contacté par les enquêteurs, ce dernier confirme qu'il n'a jamais eu de projet à Lyon et qu'il ne connaît pas Mélusine Charrier. Quelqu'un a donc usurpé son identité pour rendre le piège plus crédible. Les médias locaux relaient rapidement l'information de la disparition. Le portrait de Mélusine, souriante et pleine de vie, s'affiche dans les journaux et à la télévision régionale. Les habitants de Lyon sont appelés à témoigner s'ils ont vu quelque chose d'inhabituel le 17 septembre. Plusieurs appels arrivent au commissariat, mais aucun ne fournit d'éléments concrets permettant de faire avancer l'enquête. Après une semaine de recherches intensives, les enquêteurs n'ont aucune piste solide. Mélusine Charrier semble avoir disparu sans laisser la moindre trace, après être descendue du métro quelque part dans Lyon. Le caractère prémédité de l'enlèvement ne fait aucun doute, mais les motivations des ravisseurs restent totalement mystérieuses. La seule certitude, c'est que derrière cette disparition se cache une organisation suffisamment sophistiquée pour connaître les détails de la vie professionnelle de Mélusine et pour organiser un enlèvement sans laisser de traces exploitables. Mais dans 7 ans, quand elle réapparaîtra avec 2 enfants dans un commissariat de Marseille, la vérité qui émergera dépassera tout ce que les enquêteurs avaient pu imaginer. Les semaines qui suivent la disparition de Mélusine transforment radicalement la vie de la famille Charrier. Catherine, l'enseignante habituellement si maîtresse d'elle-même, sombre dans une angoisse permanente qui affecte sa capacité à enseigner. Elle prend un congé maladie prolongé, incapable de se concentrer sur autre chose que la recherche de sa fille. Michel, de son côté, maintient tant bien que mal une façade de normalité au travail, mais ses collègues remarquent qu'il a perdu son sourire habituel et qu'il semble constamment ailleurs. Le couple transforme leur salon en véritable quartier général de recherche. Des photos de Mélusine s'étalent sur toutes les surfaces, accompagnées de cartes de Lyon, de listes de témoins potentiels et de numéros de téléphone d'associations d'aide aux familles de disparus. Catherine passe ses journées à appeler les hôpitaux, les foyers d'hébergement, tous les endroits où sa fille pourrait éventuellement se trouver. Chaque sonnerie de téléphone fait bondir son cœur d'espoir, mais les déceptions s'accumulent inexorablement. Au bout de 3 mois, l'enquête policière officielle commence à ralentir. Le brigadier Laurent Vidal, qui s'est personnellement investi dans l'affaire, continue de suivre les quelques pistes encore ouvertes, mais il doit reconnaître que les chances de retrouver Mélusine vivante diminuent avec le temps. Il maintient un contact régulier avec les parents, mais les nouvelles qu'il peut leur apporter se font de plus en plus rares. Les Charrier refusent cependant de baisser les bras. En janvier 2015, il crée l'association Mélusine Espoir, avec l'aide d'autres familles confrontées à la disparition d'un proche. L'objectif est double: maintenir l'attention médiatique sur le cas de leur fille et aider d'autres familles traversant la même épreuve.
Catherine découvre à cette occasion qu'en France, plus de 1000 personnes disparaissent chaque année dans des circonstances inexpliquées, laissant derrière elles des familles dans un état de souffrance indescriptible. L'association organise régulièrement des distributions de tracts dans les rues de Lyon, avec la photo de Mélusine et les circonstances de sa disparition. Ces opérations mobilisent une quinzaine de bénévoles fidèles, principalement des proches et des voisins touchés par la détresse de la famille. Chaque distribution génère quelques appels de témoins potentiels, mais aucun n'apporte d'informations véritablement exploitables. En parallèle, Michel engage un détective privé, Alain Forestier, un ancien policier à la retraite qui s'est spécialisé dans les affaires de disparition. Forestier reprend méthodiquement toute l'enquête depuis le début, interroge à nouveau les témoins, examine les moindres détails négligés. Il découvre quelques éléments intéressants, notamment le fait que 3 autres jeunes femmes, aspirantes actrices, ont disparu dans des circonstances similaires en Europe au cours des 2 années précédentes, une à Berlin, une autre à Madrid et une 3e à Rome. Cette découverte laisse entrevoir l'existence possible d'un réseau international, mais les polices des différents pays peinent à coordonner leurs efforts. Les systèmes judiciaires nationaux, les barrières linguistiques et les priorités divergentes compliquent considérablement le partage d'informations. Forestier parvient néanmoins à établir un profil des victimes. Toutes sont de jeunes femmes âgées de 20 à 25 ans, physiquement attirantes, évoluant dans le milieu artistique et issues de familles de classe moyenne. Au fil des mois, l'entourage des Charrier se divise en 2 catégories. Ceux qui continuent à espérer et à soutenir leurs recherches, et ceux qui, sans le dire ouvertement, pensent qu'il faut faire son deuil et passer à autre chose. Cette fracture crée des tensions douloureuses, notamment avec certains membres de la famille élargie qui finissent par espacer leurs visites, gênés par ce qu'ils perçoivent comme un déni de la réalité. Catherine développe progressivement une expertise dans le domaine des disparitions. Elle étudie les statistiques, les méthodes d'investigation, les stratégies de communication médiatique. Elle devient une référence pour d'autres parents confrontés à la même situation et intervient régulièrement dans des colloques organisés par les forces de l'ordre ou les associations spécialisées. Cette activité lui donne un sens à sa souffrance, mais ne comble pas le vide laissé par l'absence de sa fille. En 2016, soit 2 ans après la disparition, un événement renouvelle l'espoir de la famille. Une jeune femme correspondant au signalement de Mélusine est aperçue dans une gare de Toulouse par un voyageur qui reconnaît sa photo grâce à une campagne d'affichage de l'association. L'homme contacte immédiatement la police, qui lance des recherches dans tout le secteur. Pendant 48 heures, les Charrier vivent dans un état d'excitation extrême, convaincus que leur fille va enfin rentrer à la maison. Mais l'identification s'avère erronée. La jeune femme retrouvée est une étudiante en arts plastiques qui ressemble effectivement à Mélusine, mais qui n'a aucun lien avec l'affaire. Cette fausse alerte plonge Catherine et Michel dans une détresse encore plus profonde. Ils réalisent à quel point leur espoir demeure fragile et combien chaque déception les épuise un peu plus. L'année 2017 marque un tournant dans l'attitude des médias vis-à-vis de l'affaire. 3 ans après la disparition, les journalistes locaux cessent progressivement de relayer les appels à témoins de la famille. Les rédactions estiment que l'histoire a fait son temps et que l'audience ne s'y intéresse plus. Cette indifférence croissante affecte profondément Catherine, qui avait fait de la médiatisation un axe central de sa stratégie de recherche. Paradoxalement, c'est à cette période que Michel commence à manifester les premiers signes d'une dépression sévère. Pendant 3 ans, il a maintenu une façade de force pour soutenir sa femme, mais l'accumulation du stress, du chagrin et de la fatigue finit par avoir raison de sa résistance psychologique. Il commence à avoir des troubles du sommeil, perd l'appétit et manifeste une irritabilité inhabituelle. Son médecin traitant lui prescrit des antidépresseurs et lui conseille de consulter un psychologue spécialisé dans l'accompagnement des familles de victimes. En 2018, les Charrier déménagent. Leur appartement du Vieux Lyon,
où Mélusine a grandi, est devenu trop chargé de souvenirs douloureux. Ils s'installent dans un pavillon de banlieue, à Vénissieux, dans un environnement plus anonyme, où ils espèrent pouvoir reconstruire partiellement leur vie. Ce déménagement symbolise leur acceptation progressive du fait que leur fille ne reviendra peut-être jamais. Cependant, Catherine refuse catégoriquement d'abandonner. Elle maintient l'association active, organise une commémoration annuelle de la disparition et continue de prospecter de nouvelles pistes. Elle développe un réseau de contacts dans toute l'Europe avec d'autres familles confrontées à des disparitions similaires. C'est grâce à ces échanges qu'elle apprend l'existence de trafics d'êtres humains beaucoup plus sophistiqués et organisés qu'elle ne l'imaginait. En 2019, 5 ans après la disparition, un nouveau détective privé, Marie-Claire Bonnefoy, spécialisée dans les réseaux criminels internationaux, accepte de reprendre le dossier pro bono. Bonnefoy a une approche différente de ses prédécesseurs. Au lieu de se concentrer uniquement sur les circonstances de la disparition, elle s'intéresse aux destinations possibles des victimes et aux filières d'exploitation existantes. Ces recherches l'amènent à identifier plusieurs réseaux opérant entre la France et l'Europe de l'Est, spécialisés dans le trafic de jeunes femmes. Certains de ces réseaux utilisent des méthodes de recrutement particulièrement sophistiquées, se faisant passer pour des agences artistiques ou des producteurs de cinéma pour attirer leurs victimes. Cette approche correspond exactement au mode opératoire utilisé pour enlever Mélusine. Bonnefoy découvre également que plusieurs de ces réseaux ont évolué dans leur méthode d'exploitation. Alors qu'ils se contentaient traditionnellement de contraindre leurs victimes à la prostitution, certains groupes criminels ont développé de nouveaux créneaux, notamment la gestation pour autrui forcée et le trafic d'enfants. Cette information glace le sang de Catherine, qui n'avait jamais envisagé que sa fille puisse être exploitée de cette manière. En 2020, l'épidémie de Covid-19 bouleverse les activités de recherche de l'association. Les rassemblements publics deviennent impossibles, les déplacements sont limités et l'attention médiatique se concentre exclusivement sur la crise sanitaire. Catherine doit adapter ses méthodes, développant une présence sur les réseaux sociaux et organisant des campagnes de sensibilisation virtuelle. Paradoxalement, cette période de confinement permet à Marie-Claire Bonnefoy d'approfondir ses investigations numériques. Elle épluche méthodiquement les bases de données internationales, croise les informations avec des collègues européens et développe une cartographie précise des filières criminelles susceptibles d'avoir enlevé Mélusine. Ces recherches l'orientent progressivement vers des réseaux opérant entre la France et l'Europe du Sud, particulièrement actifs dans la région méditerranéenne. Au début de l'année 2021, soit près de 7 ans après la disparition, Catherine commence à ressentir les premiers signes d'un épuisement physique et moral profond. Elle a maintenant 58 ans et sa santé se dégrade sous l'effet du stress chronique. Son médecin lui conseille de lever le pied, mais elle refuse catégoriquement d'abandonner ses recherches. « Je ne peux pas m'arrêter tant que je ne sais pas ce qui est arrivé à ma fille », répète-t-elle à tous ceux qui tentent de la raisonner. Le mercredi 22 septembre 2021, Marie-Claire Bonnefoy reçoit un appel qui va changer le cours de l'enquête. Son correspondant est un commissaire de police marseillais, Philippe Moreau, qui l'a contacté suite à une recherche dans la base de données nationale des personnes disparues. « Madame Bonnefoy, j'ai peut-être une information qui vous intéressera concernant l'affaire Mélusine Charrier. Une jeune femme s'est présentée hier à notre commissariat en prétendant porter ce nom. Elle correspond au signalement et elle est accompagnée de 2 enfants en bas âge. » Bonnefoy sent son cœur s'accélérer. Après tant de fausses alertes au fil des années, elle reste prudente, mais ne peut s'empêcher d'espérer. « Commissaire, avez-vous pu vérifier son identité? A-t-elle pu vous expliquer où elle était pendant ces années ?» La réponse de Moreau est troublante. C'est justement là que ça devient compliqué. Elle affirme avoir perdu la mémoire concernant la période de sa disparition. Elle se souvient de son nom, de sa famille, mais prétend ne rien savoir sur ce qui lui est arrivé depuis 2014. Et il y a ses 2 enfants. Bonnefoy demande immédiatement tous les détails.
La femme qui s'est présentée au commissariat mesure 1,68 m, a les cheveux châtain foncé et les yeux verts, exactement comme Mélusine. Elle porte des vêtements usagés mais propres et semble en état de sous-nutrition chronique. Les deux enfants, un garçon d'environ 5 ans et une fillette de 3 ans, ne parlent que quelques mots de français mélangés à ce qui semble être de l'italien ou de l'espagnol. Le commissaire Moreau explique que la jeune femme s'est présentée spontanément la veille, en fin d'après-midi, après avoir erré plusieurs heures dans les rues de Marseille avec les enfants. Elle semblait désorientée et épuisée, mais déterminée à se rendre dans un commissariat. Quand les policiers lui ont demandé d'où elle venait, elle a simplement répondu « Je ne sais pas. Je me suis réveillée ce matin dans un appartement vide et j'ai compris qu'il fallait que je parte avec Gabriel et Emma. » Ces prénoms, Gabriel et Emma, correspondent aux enfants qui l'accompagnent. Mais quand les policiers lui demandent qui sont ces enfants, sa réponse les laisse perplexes. « Ce sont mes enfants, mais je ne me souviens pas de leur naissance. Je sais juste qu'ils sont à moi et que je dois les protéger. » L'examen médical préliminaire confirme qu'elle a effectivement accouché au moins 2 fois, ce qui correspond au nombre d'enfants présents. Bonnefoy contacte immédiatement Catherine Charrier pour l'informer de cette découverte extraordinaire. La réaction de Catherine est d'abord l'incrédulité totale, puis une explosion de joie mélangée d'angoisse. « Marie-Claire, est-ce que c'est vraiment elle? Après toutes ces années, est-ce que ma fille est enfin rentrée ?» Bonnefoy tempère son enthousiasme. « Catherine, nous devons rester prudentes. Il faut d'abord confirmer formellement l'identité, puis comprendre ce qui s'est passé pendant ces 7 années. » Le lendemain matin, Catherine et Michel Charrier prennent le premier TGV pour Marseille, accompagnés de Bonnefoy. Le voyage dure 3 heures pendant lesquelles le couple oscille entre l'espoir fou et la terreur de vivre une nouvelle déception. Catherine a apporté des photos récentes de la famille et des objets personnels de Mélusine, dans l'espoir que cela puisse réveiller des souvenirs. Leur arrivée au commissariat du 3e arrondissement de Marseille est un moment d'une intensité émotionnelle indescriptible. Quand Catherine aperçoit la jeune femme assise dans une salle d'attente, tenant la main des 2 enfants, elle s'effondre littéralement. Malgré les changements physiques, l'amaigrissement, les cheveux plus longs, les cernes sous les yeux, elle reconnaît immédiatement sa fille. « Mélusine, ma chérie, c'est moi, c'est maman. » Catherine se précipite vers elle, mais s'arrête en voyant l'expression de peur qui traverse le visage de la jeune femme. Mélusine se tasse sur sa chaise, serrant instinctivement les enfants contre elle, comme si elle s'attendait à être agressée. Cette réaction révèle l'ampleur du traumatisme qu'elle a subi. Le commissaire Moreau intervient avec douceur. « Madame Charrier, votre fille est encore très fragile. Il faut y aller progressivement. » Il s'approche de Mélusine et lui parle d'une voix apaisante. « Mélusine, voici vos parents. Ils vous ont cherché pendant toutes ces années. Vous souvenez-vous d'eux ?» Mélusine regarde longuement Catherine, puis Michel. Lentement, une lueur de reconnaissance apparaît dans ses yeux. « Maman? Papa ?» Sa voix est rauque, comme si elle n'avait pas parlé depuis longtemps. « Je me souviens de vous, mais tout le reste est flou. Où étais-je? Que m'est-il arrivé ?» Les larmes commencent à couler sur ses joues, mélange de soulagement et de confusion. L'examen médical approfondi de Mélusine, effectué à l'hôpital de la Conception de Marseille, révèle des éléments profondément troublants. Le docteur Sophie Lemoine, psychiatre spécialisée dans les traumatismes, constate des signes évidents de stress post-traumatique sévère, mais aussi des traces physiques inquiétantes. Cicatrices de césarienne, marques de contentions anciennes sur les poignets et les chevilles et plusieurs fractures mal consolidées. Plus préoccupante encore, l'analyse toxicologique révèle la présence résiduelle de substances psychoactives dans son organisme, suggérant qu'elle a été maintenue sous sédation chimique pendant une période prolongée. Ces produits sont utilisés pour maintenir les victimes dans un état de soumission, explique le docteur Lemoine aux parents de Mélusine. Ils provoquent des amnésies partielles et réduisent la capacité de résistance. Les enfants, Gabriel et Emma, subissent également un examen médical complet. Leurs résultats confirment qu'ils sont en bonne santé physique malgré des signes de malnutrition chronique.
L'analyse ADN confirme que Mélusine est bien leur mère biologique, mais révèle également quelque chose d'inattendu. Les deux enfants ont des pères différents, tous deux inconnus des bases de données policières. Le psychiatre spécialisé en pédiatrie qui examine les enfants, le docteur Antoine Leroy, note leur comportement particulièrement mature pour leur âge et leur tendance à rester constamment près de leur mère. Ces enfants ont manifestement grandi dans un environnement de stress constant, conclut-il. Ils manifestent une hypervigilance typique des victimes de violences répétées. L'enquête policière reprend immédiatement avec une nouvelle énergie. Le commissaire Moreau constitue une équipe spécialisée dans la lutte contre le trafic d'êtres humains, dirigée par le capitaine Sandra Ricci, une policière expérimentée qui a travaillé pendant plusieurs années à Interpol. L'objectif est double. Comprendre ce qui est arrivé à Mélusine et démanteler le réseau responsable de son enlèvement. La première piste explorée concerne l'appartement où Mélusine affirme s'être réveillée le matin de sa fuite. Elle peut fournir une description approximative du quartier, des immeubles anciens, une vue sur le port, le bruit constant des mouettes, mais ne se souvient pas de l'adresse exacte. Les policiers organisent des patrouilles dans tous les quartiers de Marseille correspondant à cette description, en espérant qu'elle reconnaîtra les lieux. Pendant 3 jours, Mélusine accompagne les enquêteurs dans leurs recherches, assise à l'arrière d'un véhicule de police avec un psychologue. Elle examine attentivement chaque rue, chaque immeuble, guettant un détail qui pourrait réveiller sa mémoire. Le 3e jour, dans le quartier du Panier, elle s'exclame soudain « Là, c'est cette rue. Je reconnais cette fontaine et cette boulangerie au coin. » L'immeuble qu'elle désigne est un bâtiment ancien de 4 étages, en mauvais état, situé dans une rue étroite du centre historique de Marseille. Les enquêteurs découvrent que l'appartement du 2e étage a été loué sous une fausse identité 3 mois plus tôt. Le propriétaire, un retraité qui vit en région parisienne, confirme qu'il n'a jamais rencontré physiquement son locataire et que tous les échanges se sont faits par courrier électronique. L'examen de l'appartement révèle des indices troublants. Dans la chambre principale, les policiers découvrent des barreaux artisanaux aux fenêtres, installés de l'intérieur pour empêcher toute évasion. La salle de bain contient un stock important de médicaments, notamment des sédatifs, et des hormones utilisées pour stimuler la lactation. Dans un placard, ils trouvent plusieurs téléphones portables et des cartes d'identité vierges. L'analyse criminalistique de l'appartement révèle la présence d'ADN appartenant à au moins 5 femmes différentes, suggérant que Mélusine n'était pas la seule victime retenue dans ces lieux. Les traces papillaires relèvent également la présence de plusieurs hommes, mais aucune correspondance n'est trouvée dans les fichiers de police français. Pendant ce temps, le travail avec Mélusine pour récupérer ses souvenirs progresse lentement. Sous hypnose thérapeutique, elle commence à évoquer des fragments de sa captivité, des voyages en camion, des changements fréquents de lieux de détention, la présence constante d'autres femmes dans la même situation. Elle mentionne également des clients qui venaient choisir les enfants nés des grossesses forcées. Ces révélations horrifient les enquêteurs et confirment leurs pires soupçons. Mélusine a été victime d'un réseau de trafic humain spécialisé dans la gestation pour autrui forcé. Les femmes kidnappées étaient contraintes de porter des enfants qui étaient ensuite vendus à des couples fortunés incapables d'adopter par les voies légales. Le capitaine Ricci élargit l'enquête au niveau européen. Elle contacte ses homologues italiens, espagnols et britanniques pour vérifier si des réseaux similaires opèrent dans leur pays. Les réponses confirment l'existence d'une organisation criminelle internationale particulièrement sophistiquée, capable de faire disparaître des femmes dans un pays et de les exploiter dans un autre. L'analyse des téléphones trouvés dans l'appartement marseillais fournit des informations cruciales. Les enquêteurs découvrent des contacts avec des numéros italiens et espagnols, ainsi que des messages cryptés évoquant des livraisons et des commandes spéciales. L'un des téléphones contient également des photos de nouveau-nés avec des codes alphanumériques, suggérant un système de catalogage des enfants destinés à la vente. Mélusine confirme peu à peu ces découvertes terrifiantes.
Sous thérapie, elle se souvient d'avoir accouché de 4 enfants pendant sa captivité, mais seulement Gabriel et Emma étaient encore avec elle au moment de sa fuite. Les 2 premiers, nés respectivement en 2016 et 2018, ont été emmenés peu après leur naissance par des hommes qu'elle ne reverra jamais. Cette révélation déclenche une course contre la montre pour les enquêteurs. Si le réseau continue d'opérer, d'autres femmes sont probablement encore retenues captives quelque part en Europe. De plus, les enfants nés de ces grossesses forcées grandissent dans des familles qui ignorent peut-être les conditions dramatiques de leur adoption. Le commissaire Moreau décide de monter une opération d'envergure internationale. Il contacte Europol pour coordonner des raids simultanés dans plusieurs pays européens, basés sur les informations fournies par l'analyse des téléphones et les témoignages de Mélusine. L'objectif est de frapper fort et rapidement pour éviter que l'organisation criminelle ne s'adapte et ne disparaisse dans la nature. Cependant, au moment où les forces de l'ordre s'apprêtent à lancer cette offensive, Mélusine fait une révélation qui va tout changer. Lors d'une séance de thérapie particulièrement intense, elle se souvient soudain du visage de l'homme qui dirigeait le réseau, Antoine Mercier, celui-là même qui l'avait attiré dans le piège 7 ans plus tôt à Lyon. Mais surtout, elle se rappelle l'avoir vu très récemment, probablement la semaine précédant sa fuite. Il était dans l'appartement de Marseille, raconte-t-elle d'une voix tremblante. Il parlait avec d'autres hommes de déplacer les unités de production. C'est comme ça qu'il nous appelait, vers un autre pays. J'ai entendu qu'il mentionnait l'Espagne et des commandes urgentes à honorer avant la fin de l'année. Cette information relance immédiatement l'enquête avec une urgence renouvelée. Si Mercier est toujours actif et si le réseau s'apprête à déplacer ses opérations, il faut agir dans les heures qui viennent pour avoir une chance de le démanteler et de sauver d'autres victimes potentielles. L'opération internationale se déploie dans la nuit du 28 au 29 septembre 2021. Coordonnée depuis Lyon par une cellule de crise dirigée conjointement par les polices françaises, italiennes et espagnoles, elle mobilise plus de 200 policiers dans 7 villes européennes. Le capitaine Sandra Ricci dirige personnellement l'intervention marseillaise, tandis que ses homologues prennent en charge les raids simultanés à Milan, Barcelone, Naples, Palerme, Nice et Montpellier. À 4 heures du matin précises, les forces spécialisées défoncent les portes de 12 adresses identifiées grâce au recoupement d'informations fournies par Mélusine et l'analyse des communications interceptées. À Marseille, dans un entrepôt désaffecté du quartier d'Aranque, les policiers découvrent une véritable maternité clandestine. Et 6 femmes enceintes, âgées de 18 à 28 ans, sont retenues dans des conditions effroyables. Les victimes, originaires de France, de Roumanie, de Bulgarie et d'Italie, sont toutes dans un état de sous-nutrition avancée et présentent des signes évidents de sédation chronique. Elles ont été enlevées selon le même mode opératoire que Mélusine, attirées par de fausses promesses professionnelles dans le domaine artistique, puis droguées et séquestrées. L'une d'entre elles, Anastasia Popescu, une danseuse roumaine de 24 ans, est enceinte de jumeaux et sur le point d'accoucher. Dans ce même entrepôt, les enquêteurs découvrent également une nurserie improvisée où sont détenus 4 nouveau-nés et 3 enfants en bas âge. Les conditions de détention sont révoltantes. Les bébés sont alignés dans des berceaux de fortune, nourris au minimum vital et privés de tout contact affectif. Un système de surveillance vidéo permet aux clients de sélectionner les enfants à distance avant leur livraison. Mais c'est à Naples que l'arrestation la plus importante a lieu. Antoine Mercier, l'homme qui orchestrait ce trafic depuis près de 10 ans, est interpellé dans une villa luxueuse de Posillipo, en compagnie de sa compagne italienne et de 2 gardes du corps armés. Dans son bureau, les policiers saisissent des ordinateurs contenant une comptabilité détaillée du réseau. Plus de 300 enfants produits et vendus depuis 2012 pour un chiffre d'affaires estimé à plus de 15 millions d'euros. Les documents découverts chez Mercier révèlent l'ampleur et la sophistication de l'organisation.
Le réseau dispose de rabatteurs dans toute l'Europe, chargés d'identifier et d'attirer les victimes potentielles. Ces hommes se font passer pour des agents artistiques, des producteurs de cinéma ou des directeurs de casting, ciblant spécifiquement les jeunes femmes ambitieuses issues de milieux modestes. Une fois enlevées, les victimes sont transportées vers des centres de production situés dans des zones reculées d'Italie du Sud, d'Espagne ou de France. Elles y subissent des inséminations artificielles avec du sperme acheté dans des banques européennes, permettant au réseau de proposer à ses clients des enfants aux caractéristiques physiques spécifiques. Le prix de vente varie entre 40 000 et 80 000 euros par enfant, selon l'origine ethnique et les traits demandés. La clientèle du réseau se compose principalement de couples fortunés, incapables d'adopter légalement, en raison de leur âge, de leur situation matrimoniale ou de leur passé judiciaire. Certains clients sont des célébrités, des hommes politiques ou des chefs d'entreprise qui souhaitent éviter les procédures officielles d'adoption pour préserver leur vie privée. D'autres sont des familles qui exigent des garanties génétiques impossibles à obtenir par les voies légales. L'interrogatoire d'Antoine Mercier, mené par les autorités italiennes avec l'assistance de leurs homologues français, révèle progressivement les détails de son système. Mercier, âgé de 48 ans, est un ancien employé d'une agence d'adoption internationale qui s'est lancé dans ce trafic après avoir identifié les failles du système légal. Il a commencé par de petites arnaques avant de développer progressivement son réseau avec l'aide de complices en Europe de l'Est. Les gens sont prêts à payer n'importe quel prix pour avoir un enfant, déclare-t-il avec un cynisme glaçant lors de son interrogatoire. Nous ne faisions que répondre à une demande du marché. Ces femmes étaient logées, nourries, soignées. Elles avaient une utilité sociale. Cette justification économique de l'esclavage reproductif illustre la mentalité des criminels impliqués dans ce trafic. Les enquêteurs découvrent également que Mercier entretenait des relations avec des médecins véreux qui l'aidaient à falsifier les actes de naissance. Ces praticiens, installés principalement en Italie et en Espagne, délivraient de faux certificats présentant les couples acheteurs comme les parents biologiques des enfants. Ce système permettait aux clients d'obtenir des papiers d'identité officiels pour les enfants achetés. Pendant ce temps, à Marseille, Mélusine assiste aux arrestations depuis le commissariat, accompagnée de ses parents et du docteur Sophie Lemoine. Quand le capitaine Ricci lui annonce que Mercier a été arrêté et que plusieurs femmes ont été libérées, elle s'effondre littéralement, libérant des années de tension et de terreur accumulées. « C'est fini, c'est vraiment fini », répète-t-elle entre ses sanglots, serrant Gabriel et Emma contre elle. L'impact psychologique de cette arrestation sur Mélusine est immédiat et profond. Pour la première fois depuis sa libération, elle accepte de raconter en détail ce qu'elle a vécu pendant sa captivité. Ces révélations, recueillies par les enquêteurs avec l'assistance du docteur Lemoine, permettent de reconstituer précisément le fonctionnement du réseau et d'identifier d'autres victimes potentielles. Mélusine explique qu'après son enlèvement à Lyon, elle a d'abord été retenue dans une ferme isolée des Alpes de Haute-Provence avec 5 autres femmes. Elles étaient maintenues sous sédation légère et contraintes de suivre un régime alimentaire strict destiné à optimiser leurs chances de conception. Les inséminations avaient lieu dans une clinique clandestine installée dans les caves de la propriété. La première grossesse a été la plus difficile, raconte-t-elle d'une voix brisée. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. J'espérais encore que mes parents viendraient me sauver. Quand mon premier fils est né, ils me l'ont enlevé au bout de 3 jours. J'ai voulu résister, mais ils m'ont drogué et quand je me suis réveillé, il avait disparu. Les grossesses suivantes se sont déroulées selon le même schéma, dans différents lieux de détention à travers l'Europe. Mélusine se souvient d'avoir été transportée en Calabre, puis en Andalousie, avant de revenir en France. Chaque déplacement correspondait à l'évolution des commandes de clients et aux nécessités de sécurité du réseau qui changeaient régulièrement de base pour éviter les enquêtes policières. Gabriel et Emma,
Ses deux derniers enfants ont pu rester avec elle plus longtemps car leurs acheteurs respectifs avaient reporté la livraison en raison de complications personnelles. Cette prolongation de leur présence a permis à Mélusine de développer un lien maternel plus fort avec eux et de planifier leur évasion commune. La fuite de Mélusine s'est produite grâce à une série de circonstances fortuites qui ont créé une fenêtre d'opportunité unique. Le 21 septembre 2021, un des gardiens habituels de l'appartement marseillais a été hospitalisé d'urgence suite à un accident de voiture. Son remplaçant, moins expérimenté et moins vigilant, a commis l'erreur de laisser la clé de l'appartement à portée de Mélusine pendant qu'il s'absorbait dans un appel téléphonique prolongé avec sa petite amie. Mélusine a saisi cette chance inespérée. Après avoir récupéré discrètement la clé, elle a attendu que le gardien s'endorme vers 3 heures du matin pour s'échapper avec Gabriel et Emma. Elle connaissait Marseille pour y avoir été retenue à plusieurs reprises au cours des années précédentes et savait qu'un commissariat se trouvait à une 20aine de minutes de marche de l'appartement. Le plus remarquable dans cette évasion, c'est la détermination dont Mélusine a fait preuve malgré 7 années de conditionnement psychologique. Les drogues utilisées par ses ravisseurs avaient pour objectif de briser sa volonté et de la maintenir dans un état de soumission passive. Mais l'instinct maternel et l'amour pour Gabriel et Emma ont réveillé en elle une force de résistance que ces tortionnaires n'avaient pas réussi à anéantir complètement. « Je savais que c'était ma seule chance », explique-t-elle aux enquêteurs. J'avais entendu qu'ils allaient bientôt emmener Gabriel et Emma. Je ne pouvais pas les laisser partir comme les autres. Même si je devais mourir en essayant, je devais tenter quelque chose. Cette révélation émeut profondément tous ceux qui l'entendent et illustre la profondeur du traumatisme, mais aussi l'extraordinaire résilience de cette jeune femme. L'enquête révèle progressivement l'ampleur des dégâts causés par ce réseau criminel. Au total, les investigations permettent d'identifier 293 enfants nés de mères porteuses contraintes entre 2012 et 2021. Parmi eux, 78 ont pu être localisés et leurs familles adoptives contactées. La situation juridique de ces enfants soulève des questions complexes qui mobilisent les plus hauts niveaux des gouvernements européens. Certaines familles qui ont acheté des enfants ignoraient totalement l'origine criminelle de leur adoption. Elles avaient été approchées par des intermédiaires qui leur avaient présenté des documents apparemment légaux et avaient payé ce qu'elles croyaient être des frais d'adoption internationaux normaux. D'autres, en revanche, étaient parfaitement conscientes de participer à un trafic illégal, mais avaient choisi de fermer les yeux pour satisfaire leur désir d'enfant. La justice européenne se trouve confrontée à un dilemme sans précédent. Faut-il retirer ces enfants à leurs familles adoptives pour les confier à leur mère biologique, souvent traumatisée et incapable de s'en occuper? Ou faut-il privilégier l'intérêt supérieur de l'enfant en maintenant les liens familiaux établis, même s'ils sont nés d'un crime? Chaque cas nécessite une expertise individuelle approfondie, mobilisant psychologues, juristes et travailleurs sociaux. Pour Mélusine, la question ne se pose pas. Elle souhaite garder Gabriel et Emma, les seuls enfants qu'elle a pu élever et avec lesquels elle a développé un véritable lien maternel. Les 2 premiers enfants qu'elle a portés ont été adoptés par des familles qui ignoraient les circonstances de leur naissance et semblent épanouies dans leur environnement actuel. Après une réflexion douloureuse, elle décide de ne pas perturber leur existence. Le processus de reconstruction pour Mélusine et ses enfants s'annonce long et difficile. Le docteur Sophie Lemoine estime qu'il faudra plusieurs années de thérapie intensive pour l'aider à surmonter les séquelles psychologiques de sa captivité. Gabriel et Emma, eux aussi, auront besoin d'un accompagnement spécialisé pour s'adapter à leur nouvelle vie et développer une relation normale avec le monde extérieur. Catherine et Michel Charrier accueillent leurs filles et leurs petits-enfants dans leur nouveau domicile de Vénissieux, avec un mélange de joie immense et d'appréhension légitime. Ils réalisent que la Mélusine qui leur revient n'est plus la jeune actrice insouciante de 22 ans qui avait disparu 7 ans plus tôt. Les épreuves l'ont profondément transformée,
et il leur faudra apprendre à connaître cette nouvelle version de leur fille. L'association Mélusine Espoir, que Catherine avait créée pendant les années de recherche, se transforme progressivement en centre d'aide aux victimes de trafic d'êtres humains. L'expérience douloureuse, mais finalement victorieuse de la famille Charrier, inspire d'autres familles confrontées à des disparitions similaires. Catherine devient une référence européenne dans l'accompagnement des proches de victimes de traite. Les procès des membres du réseau criminel s'étalent sur plusieurs années dans différents pays européens. Antoine Mercier est condamné à 25 ans de prison ferme par la justice italienne, avec interdiction de séjour sur le territoire français. Ses principaux complices écopent de peines allant de 15 à 20 ans d'emprisonnement. Les médecins véreux qui facilitaient le trafic perdent leur droit d'exercer et sont également condamnés à de lourdes peines. L'affaire Charrier provoque également un renforcement significatif de la coopération européenne dans la lutte contre le trafic d'êtres humains. Un protocole spécifique est mis en place pour améliorer le partage d'informations entre les polices nationales et accélérer les interventions transfrontalières. Les techniques de recrutement utilisées par les trafiquants font l'objet de campagnes de sensibilisation dans toutes les écoles artistiques d'Europe. 2 ans après sa libération, en septembre 2023, Mélusine accepte de témoigner publiquement pour la première fois lors d'un colloque international sur la traite des êtres humains organisé à Strasbourg. Son intervention, sobre et digne, malgré l'émotion perceptible, marque profondément l'assemblée de magistrats, policiers et travailleurs sociaux présents. « Je ne souhaite à personne de vivre ce que j'ai vécu », déclare-t-elle d'une voix ferme. « Mais je veux que mon témoignage serve à protéger d'autres jeunes femmes. Ces criminels exploitent nos rêves et nos ambitions pour nous détruire. Il faut que tous les jeunes artistes sachent qu'une proposition trop belle pour être vraie cache souvent un piège terrible. » Gabriel et Emma, maintenant âgés de 8 et 6 ans, s'épanouissent progressivement dans leur nouvelle vie. Ils suivent une scolarité normale tout en bénéficiant d'un soutien psychologique adapté. Leur adaptation remarquable témoigne de la résilience extraordinaire des enfants quand ils évoluent dans un environnement aimant et sécurisant. Pour Mélusine, le retour au théâtre demeure un rêve lointain mais pas impossible. Elle a commencé à reprendre confiance en elle grâce aux séances de thérapie et envisage peut-être un jour de remonter sur scène, non plus comme la jeune actrice naïve qu'elle était, mais comme une femme forte qui a survécu à l'impensable et qui peut témoigner de la capacité humaine à surmonter les pires épreuves. L'histoire de Mélusine Charrier nous rappelle que derrière chaque disparition se cache un drame humain d'une ampleur souvent insoupçonnable. Elle illustre également que l'espoir ne doit jamais être abandonné, même quand toutes les pistes semblent épuisées. Parfois, la personne aimée que l'on croit perdue à jamais trouve la force de revenir, portant avec elle non seulement les cicatrices de ses épreuves, mais aussi la preuve que l'amour familial et la détermination humaine peuvent triompher des forces les plus obscures. Cette affaire nous montre à quel point les réseaux criminels peuvent être sophistiqués et comment ils exploitent les rêves légitimes des jeunes pour les transformer en cauchemars. Elle révèle aussi l'importance cruciale de la persévérance familiale et de la coopération internationale dans la lutte contre le trafic d'êtres humains. Aviez-vous perçu les signes qui auraient pu alerter sur la nature du piège tendu à Mélusine ? Que pensez-vous des dilemmes juridiques soulevés par la situation des enfants nés de ces trafics? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si cette enquête vous a marqué et que vous souhaitez découvrir d'autres affaires criminelles analysées en profondeur, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Laissez un like si cette histoire vous a sensibilisé aux réalités du trafic d'êtres humains et partagez cette vidéo pour contribuer à la sensibilisation sur ces crimes qui touchent malheureusement encore trop de victimes en Europe.